Bonjour à toutes et à tous. Vais-je quitter Jab Life à la fin de cette émission? Il va falloir rester jusqu'à la fin pour le savoir. Est-ce que je donnerai ma démission à Alexandre Herbinet quand il va revenir dans 2 ou 3 jours de ses vacances colombiennes? Vous allez le savoir très rapidement, mais il faudra être un petit peu patient. D'ores et déjà, merci pour les 50K. Ça fait extrêmement plaisir. Aventure qui a démarré début mai avec ce déplacement à Montréal. Malheureusement, on n'a pas ramené ce qu'il fallait, mais voilà, c'est le début d'une belle aventure et qui se termine en fin d'année avec plus de 50 000 followers. Merci beaucoup. Et pour le reste, on enchaîne tout de suite avec les questions. Alors, débriefer ma carrière en tant que combattant et mon expérience à l'étranger. Là, ça nous ramène au début des années 2000, tout ça. Donc, c'est pas... Petit, j'ai fait du karaté, comme j'ai envie de dire tous les gamins qui regardent Bruce Lee et Chuck Norris. Et après, j'ai vraiment capitalisé pas mal sur le football. Et c'est vers 18-19 ans que j'ai repris vraiment à fond les sports de combat. Donc, en tant que combattant, beaucoup de karaté Shidokan, beaucoup de boxe thaï, de la lutte très tôt aussi, du jiu-jitsu brésilien. Et le mix de tout ça dès 2003-2004 pour commencer à essayer de faire un peu de MMA, même si je vais utiliser une expression de Christophe Midou, en ce temps-là, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait peut-être 4 ou 5 clubs en France avec les frères Schiavo, avec Cyril Diabaté, qui était sur Paris, avec les frères Riccio à Perpignan. Voilà, c'était une époque où il y avait peut-être 5 clubs les frères Fernandez aussi. Alors, il faut en parler parce que les anciens savent. Donc voilà, c'est une époque en fait où soit tu avais la chance d'avoir un club à côté de chez toi, ce qui n'était pas le cas à Nice, soit tu partais à l'étranger. Donc moi, j'ai choisi de partir. Donc effectivement, j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger. Je ne sais pas, d'affilée, ça doit faire peut-être 4 ou 5 ans en tout, si je mets tout bout à bout, avec pas mal de temps au Brésil, au Japon, en Russie, enfin plus exactement en Lettonie et en Lituanie, pas en Russie. Aux États-Unis, bien sûr, où j'ai passé près de 2 ans. Donc, ce qui est intéressant pour moi derrière, c'est que ça me donne du recul maintenant sur ma façon de travailler, parce que je suis allé fréquenter des gyms qui étaient, à cette époque-là, en tout cas, ce qui se faisait de mieux dans le monde, comme le Hit Squad de Matthews à Granite City à côté de Saint-Louis, comme le Mac Dojo de Hayato Sakurai à Tokyo, Gracie Barra à Pernambuco, la Shoot Box aussi à Curitiba où je suis allé faire un saut aussi. Donc voilà, toutes ces expériences m'ont permis de voir ce qu'il ne fallait pas faire aussi, parce qu'il y avait aussi beaucoup de choses qu'il ne fallait surtout pas répéter. Et ça m'a donné une façon de travailler. Et moi, j'ai fait un peu ma sauce, en fait, avec toute cette expérience. Alors, mes étapes pour la mise en place d'un game plan et comment je décortique tout ça. En fait, je le prends à l'envers, le problème. Quand on me propose un match-up, c'est-à-dire un adversaire pour un de mes combattants, je vais déjà regarder, avant de penser à comment le gagner, le combat, je vais déjà regarder comment ne pas le perdre. Les forces, les faiblesses. Et en fait, le but du jeu, quand on dit game plan, et ceux qui suivent l'émission, vous savez que j'aime pas trop, moi, parler de PlayStation et de télécommande et de machin. Le but, c'est d'essayer de comprendre là où le combat va se passer. C'est-à-dire que quelles sont les forces de ton combattant pour amener le combat à un certain endroit, quelles sont les forces de son adversaire pour l'amener aussi dans sa zone de confort. Et en fait, c'est ça qu'il faut décortiquer en premier. Quels sont les risques? Comment tu peux le perdre? Est-ce qu'en face, il y a du potentiel KO? Est-ce que c'est fort au sol? Est-ce que c'est un mec qui gagne à la décision? Toutes ces choses-là, il faut essayer de les comprendre. Et c'est surtout, il faut essayer de visualiser avant même d'avoir démarré le camp où ça va se passer et de quoi tu vas avoir besoin. C'est-à-dire que, en fait, même la prépa physique, il va falloir l'orienter d'une certaine façon, les drills aussi. Et il ne faut pas se planter parce que si jamais tu te plantes... même si pour moi ça représente que 10% tout ça du combat, parce que ça reste 2 hommes ou 2 femmes d'ailleurs qui vont s'affronter, et c'est 10%, si on peut les avoir en plus c'est mieux. Donc et la chose la plus importante, c'est qu'il faut que le combattant soit en confiance. Donc c'est pas tu lui amènes un polycopier, tu lui fais lire, tu dis voilà c'est ça ton game plan. Il faut que ce soit fait d'un commun accord et que le fighter il soit impliqué dans ce game plan, qu'il y croit, qu'il soit confiant là-dessus, qu'il soit à l'aise là-dessus, qu'il ait déjà fait, si possible, au moins à l'entraînement. Donc voilà, les difficultés, elles sont très importantes et plus le niveau monte, plus elles sont encore plus importantes.
Donc, il faut que ça se fasse dans la bonne humeur et surtout, en synergie. Voilà, si toute l'équipe, le coach de boxe, le coach de lutte, le head coach et le combattant, et même le sparring du combattant, ils sont concernés par ça et impliqués, ça va se faire, d'une façon d'autant plus importante. Après, il y a des risques d'échec, comme tout, surtout quand le niveau est très élevé en face. Mais c'est comme ça, c'est pas une formule magique, c'est une façon d'aborder ce combat et d'aborder surtout les 2 mois qui vont précéder ce combat, l'entraînement qui va aller avec, les sparring qu'on va choisir. Et tout ça, ça fait une alchimie. Bon, qui cette année, Dieu merci, c'est plutôt bien passé, mais on a eu aussi des revers et il faut savoir le prendre en compte, ça marche pas à tous les coups. Comment savoir si un combattant a du talent? Les questions courtes, je vous les lis, hein. Les autres, je les reprends. C'est une question qui est très vaste, Raphaël, mais en gros, si tu me prends ça au niveau amateur, en fait, l'important, c'est pas forcément de gagner, c'est de montrer des choses, en fait. Le talent, ça signifie pas forcément gagner, parce qu'on va voir qu'en amateur, gagner des rounds, c'est une façon de faire qui peut être même ennuyeuse. Le talent, c'est peut-être être capable de se démarquer techniquement du lot. Et encore une fois, ça ne fait pas de toi un gagnant. Donc, il faut un œil averti. Ça peut être une capacité à reproduire les techniques facilement. Ça peut être une capacité à progresser aussi rapidement. Et tu as des gens qui mettent 6 mois pour acquérir de nouvelles qualités et d'autres qui mettent une semaine. Donc, en fait, c'est très vaste le talent. Il y a des gens qui ont un talent physique, il y a des gens qui ont un talent technico-tactique, d'autres qui ont des capacités à reproduire. Donc, tout ça est super compliqué. Mais je pense que si on fait un état, la majorité des combattants à très haut niveau, ils n'ont pas forcément de talent, mais ils ont beaucoup de travail. Donc, est-ce que c'est même bien d'avoir du talent? Je ne sais pas. La plupart des gens moi, que j'ai connus talentueux, ils étaient, ça contrebalançait avec, pas de la flemmardise, mais en tout cas un investissement qui était moins important que ceux qui n'avaient pas de talent. Donc, est-ce que c'est bien d'en avoir? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, si je devais le décrire, c'est une capacité à se démarquer par un apprentissage ou une prise de risque plus importante. Maintenant, est-ce que c'est bien? Ça, tu ne m'as pas posé la question, donc ça fera l'objet d'une question suivante. Alors, le point Axel Sola, c'est promis, vous allez le revoir, je pense, à la fin du premier trimestre 2026. Ce qu'il faut savoir, c'est donc qu'il s'est cassé la main après son KO, le KO qu'il a mis à l'UFC Paris. Et derrière ça, l'UFC a changé de diffuseur, c'est-à-dire qu'ils sont passés de ESPN à Paramount. Et du coup, pour la première fois, on a un trou de 6 semaines entre le dernier UFC qui a lieu le 13 décembre, je crois, et le prochain sur Paramount qui sera le 24 janvier. Donc, il y aura qu'un seul événement donc en janvier. Et après, il y en aura 3, je crois, en février. Donc, les dates étaient un petit peu espacées. Donc, je pense que globalement, on devrait avoir Axel en mars, à mon avis, à 99%. Ou au pire en avril, mais je suis très, très confiant sur mars. Et je vous donne un indice, je pense que ce sera pas très loin de la France. Voilà, comme ça, vous savez. Merci, Yanis, pour cette question absolument abominable, parce qu'il y en a eu beaucoup des souvenirs. Quel est ton plus beau souvenir de 2025? Je sais pas. Là, on est en fin d'année. Il y a beaucoup de trucs qui se sont mélangés, des très bonnes choses et des moins bonnes, puisque 2025, ça a été une année... alors, bien sûr, je ne sais plus exactement, je pense qu'on doit finir à 70 ou 80% de victoires. Mais moi, j'arrive pas à me contenter de ça, en fait. C'est difficile. Des défaites importantes. On a raté la ceinture de l'UFC. J'ai raté mon premier combat avec Kevin. Donc, pour le moment, c'est pas que... Je suis pas dans le sombre en cette fin d'année, c'est pas du tout le cas. Mais je pense quand même à ça. Celle de Kevin, elle a 2 semaines. Et j'ai pas encore bien digéré. Mais il y a eu aussi d'excellents moments. Manon qui gagne en moins d'1 minute à Vancouver. Axel qui gagne par KO ses débuts à l'UFC. Il y a eu plein de moments fabuleux. Mais en cette fin d'année, j'essaie de faire un point global. Je suis satisfait globalement de l'année de Méga. Mais voilà, il y a encore des contre-performances qui me restent en travers de la gorge. Et surtout, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Même si ce n'est pas une science exacte, je n'ai pas tout digéré. Mais allez, si je dois en dire un, j'en dirais 2. Les 2 victoires à l'UFC de septembre et octobre. Voilà. Axel Sola et Manon Fiorot
coup sur coup, par KO, septembre et octobre. Je pense que c'est mon plus beau souvenir de 2025. Alors, comment j'arrive à gérer le côté émotionnel en tant que coach? Alors ça, c'est une très bonne question. Surtout qu'en plus, au boxing, la plupart des combattants que j'ai, et je ne les ai pas tous formés, mais plus de 80%, donc ça veut dire qu'ils sont avec moi depuis très longtemps. Et pour Manon, c'est pareil, surtout qu'en plus, il y a un côté perso. Mais en fait, j'y pense pas. Si le travail a été bien fait par l'athlète et par moi en tant que coach, il n'y a pas de côté émotionnel, en fait. Il y a une confiance qui est faite entre moi et l'athlète. Si on a pris un combat, c'est qu'on pensait qu'on pouvait le gagner. Si l'athlète me fait confiance, donc il sait aussi. À partir de là, l'émotionnel, en fait, des fois, il arrive après. Si ça s'est mal passé ou même si ça s'est bien passé, voilà. Là, les émotions, elles prennent le dessus sur le travail. Mais avant, pendant, jamais. On est focus sur un travail qui a commencé 2 mois avant. Parce que souvent, vous regardez le combat, mais comme je le disais sur la question précédente, le boulot, il a commencé 2 voire 3 mois avant. Donc en fait, même s'il y a des fois plusieurs athlètes qui préparent des combats en même temps, voilà, il y a un training camp pour lequel on visualise déjà une victoire dès le départ, sinon on n'accepte pas le combat. Et en fait, c'est à la fin, une fois que c'est fait, des fois le fait de passer à autre chose, de fermer ce dossier, d'en rouvrir un autre, il y a un côté émotionnel, surtout si ça s'est très bien passé ou même mal passé, où l'athlète a été touché dans son intégrité physique. Là, il y a l'émotion qui peut ressortir, mais non. Avant et pendant, c'est vraiment jamais le cas. Alors, qu'est-ce que t'as apporté le foot dans ton passé pour le MMA? L'organisation, je dirais. En fait, moi, j'ai eu la chance qu'au football, j'ai été très vite dans un centre de formation, celui de l'OGC Nice. Et du coup, quand j'ai commencé à faire mon club de MMA, même si au début, j'avais pas de moyens et pas de sponsors, j'avais tout de suite cette vision, en fait, d'un staff médical, de faire du technico-tactique, du visionnage vidéo, de corréler et la préparation physique et la préparation mentale et les performances dans le sport. Donc, ouais, je pense que si on doit vraiment résumer ça, le football, moi, je l'ai connu à niveau amateur, professionnel, centre de formation. Et du coup, ouais, très tôt dans le MMA, j'ai voulu essayer de reproduire ces schémas, même si au début, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de sponsor, il n'y avait pas de moyens. J'ai essayé en tout cas de calquer là-dessus ma vision, le pourcentage de blessures, la vision du surentraînement. Toutes ces datas, en fait, j'avais déjà un petit peu compris comment ça se passait au football, même si là, il y a des coups au visage, donc c'est un peu différent et il faut adapter ça. Voilà, je dirais que dans l'organisation, dans le professionnalisme, ça m'a beaucoup apporté. Mon ressenti sur le combat, Patrick Abirora, Kevin Jousset, à froid. Mais quand on a fait le Aldric Enerby avec Alex en Colombie, c'était déjà retombé. Il y a la déception. Alors, entre-temps, j'ai revu le combat. Je me suis entretenu avec Kevin. Donc, déjà, il va très bien. Pour ceux qui m'ont demandé aussi par message Insta. Après, vous m'avez posé des questions et certains d'entre vous aussi sont des rapporteurs, mais attention, c'est pas péjoratif, mais des fois, vous m'envoyez des screens de Twitter et un tel, il a dit ça, et un tel, il a dit que vous auriez pu lutter plus tôt. Moi, je vais faire une réponse globale sur... Attention, je sais pas tout ce qui s'est dit, parce que sur Twitter, vous avez compris que j'y passais plus du tout de temps. Et sur Insta, alors c'est moi qui réponds à vos questions, mais j'y suis pas très souvent et mon compte n'est pas forcément géré par moi. Mais penser que si on avait lutté tout de suite, ça aurait marché sur Patrick, c'est manquer de respect en fait, et à Tarek, son entraîneur, et à Patrick. Parce qu'en fait, c'est à ce niveau-là de compétition, au niveau de talent qu'est Patrick Abirora, si tu le luttes dans les 30 premières secondes, ça marche pas. Et la dépense énergétique que va te faire prendre cette lutte, elle va être à l'avantage de Patrick, qui va utiliser moins d'énergie pour défendre. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça que se passe un combat. Et ça, je réponds à ceux qui ont critiqué en disant « Ouais, mais Kevin aurait dû lutter tout de suite. » Mais tu peux pas à ce niveau-là. Patrick et Tarek, ils ont bien évidemment travaillé ce scénario. Et on voit qu'il est très loin et qu'il laisse une très grande distance entre les deux pendant le combat. Si on doit revenir à froid, je pense que le seul moment où on aurait pu lutter, c'est quand ça s'approche de la cage et que Patrick tente un backfist, une technique retournée.
Et là, peut-être qu'il y avait moyen de placer quelque chose, mais et encore faut-il ne pas prendre le coup de poing retourné de Patrick. Donc, non, globalement, il y avait un game plan. Et j'y reviendrai après, parce il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, ils supportent pas la critique, mais si en fait. Mais justement, la critique quand elle est fondée et quand elle est construite. Mais il y avait un game plan et comme je le dis, ça marche pas à tous les coups. C'est pas une formule magique et le coaching c'est 10% du combat. Donc derrière ça, il y avait deux athlètes très bien préparés avec un niveau mondial et je le pense sincèrement, que ce soit de Patrick ou Kevin. Donc à ce niveau-là, bah, ça va très vite. Et bon, encore une fois, j'ai pas de regrets sur le game plan, même si on peut toujours faire mieux. C'est juste que ce soir-là, ça devait être Patrick qui gagne et il faudra tirer des enseignements de tout ça et peut-être voir les choses différemment. Mais bien sûr qu'on aurait certainement pu faire mieux, mais il manquait aussi des infos. On attendait beaucoup la droite et j'ai appris en regardant le reportage sur Patrick qu'en fait, il avait la main assez abîmée, donc il a préféré capitaliser sur le crochet. Mais bon, avec des si, on refait le monde. Voilà, c'est une défaite. C'est bravo à Patrick, bravo à Tarek. Et pour le reste, je pense que sur le début d'année, je ne peux pas encore vous donner de date, mais on reverra Kevin assez rapidement, qui a déjà repris l'entraînement. Alors, mes objectifs pour le Boxing Squad et pour les athlètes du Boxing Squad, je suppose que c'est 2026. On ne va pas se le cacher. Virgil Hogan doit performer à l'ARES et doit signer à l'UFC. C'est son objectif, c'est son rêve et il se donne les moyens d'atteindre ce rêve, donc ça doit arriver. Ça, après, c'est mon problème. Une fois qu'il a performé à l'ARES, la ceinture de l'UFC en 2026 pour Manon Fiorot, c'est une évidence. Et vu que je vous ai teasé un retour d'Axel sur la fin du premier trimestre, je pense si on arrive à faire 2 combats à l'UFC, 2 nouvelles victoires, ce qui l'amènerait sur 3 victoires, ce sera une très très belle année pour lui. Et concernant les autres, il y a énormément d'athlètes, mais il y a Elias Giroun qui va faire son retour à l'ARES de Nice, qui aura fait une prépa un petit peu aux États-Unis et à Nice cette fois-ci. Je pense que sur le premier trimestre, on devrait revoir Baris aussi à Digusel, qui vient de gagner la ceinture du PFL. Il y a beaucoup d'athlètes qui performent. Et pour le moment, il y a des très gros objectifs, mais c'est surtout, en fait, amener l'équipe à un stade supérieur. C'est-à-dire, je pense que à partir du moment où tu as 3 athlètes à l'UFC, plus 2 ou 3 qui performent dans la ligue du PFL, ton club prend un step de plus. Et même la stratégie de l'UFC devient différente. À partir du moment où il y a 3 mecs de l'UFC dans le même club, eh ben, tu es vu en tant que club. Donc ça donne une visibilité. Et voilà, donc c'est une année qui est importante pour le boxing, avec beaucoup de changements. Et là, je tease, mais on fera une vidéo Jab Life en tout début d'année pour parler de ces changements. Mais ouais, c'est une année très importante et surtout charnière sur le Boxing Squad. Et voilà, donc année très importante. Bon, ça tombe bien, je comptais pas m'arrêter. J'ai fait un croix, moi, sur ma vie perso pour les 5, 6, peut-être 7 prochaines années. Mais pour le moment, en tout cas, celle-là est très importante, effectivement. Alors, quel est mon retour sur les débuts du podcast, la trajectoire et l'engouement? En fait, c'est une grosse machine. C'est bien d'avoir cette question pour en parler un peu. Parce que pareil, on m'a screené à droite, à gauche, des trucs. Oui, mais un CM, mais machin. Mais en fait, il faut savoir que mon choix de travailler avec le groupe Green Bull, avec Recordia et de faire Jab Life, c'était aussi pour ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai pas besoin de me préoccuper que ce soit du montage, du cadrage, des réseaux sociaux, de tous ces trucs-là, choses que j'ai pu faire par le passé dans d'autres projets. Là, il y a une équipe, peut-être une dizaine de personnes. Là, au moment où je fais la vidéo, il y a Léa qui est pas très loin de moi, la chef de projet. Il y a quelqu'un qui s'occupe du montage. Donc, c'est ça l'intérêt, c'est que moi, je fais que ce que je sais faire. Ramener mon expertise et parler de MMA. Et pour le reste, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui m'occupe de ces choses-là. Les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. Moi, ce que je sais faire, c'est préparer des combattants et regarder des combats et apporter une expertise sur ce que j'ai regardé. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que
que j'ai sauté tout de suite dans le train pour ce projet. Alors, évidemment, c'était pour travailler avec Alexandre Herbinet. On se connaissait depuis 5 ou 6 ans. Et en fait, Jab Life, c'était nos discussions post-boulot. On faisait des débriefs 2 fois, 3 fois par semaine, par téléphone, lui dans le métro et moi sur mon scooter. Et en fait, c'est très rigolo d'en faire un podcast, mais on a l'impression que ça fait 4 ans qu'il existe en vrai, le podcast. C'est pas depuis le mois de mai. Donc, les débuts... Alors, il y a toujours besoin de s'accorder et de faire les choses en vrai, parce qu'au téléphone, c'est une chose, mais devant des caméras, c'est d'autres. Mais je trouve que globalement, même si j'aurais voulu des débuts un peu plus calmes, là, on a été tout de suite projeté sur la Fight Week de la ceinture de l'UFC à Montréal et tout. Donc, c'était pas dans l'urgence, mais ça a été tout de suite projeté vers l'avant très vite. Mais malgré tout, je trouve que c'est des bons débuts. On a eu le temps de s'y faire. Moi aussi. Travailler avec quelqu'un... Par le passé, j'avais déjà fait des podcasts, mais c'était pas des monologues, mais il n'y avait pas ou peu d'échanges. Là, je suis content de ces parties de ping-pong avec Herbie, qui a sa façon de voir les choses, qui est souvent d'accord ou pas d'accord avec moi, et c'est ça que j'aime bien. Et ouais, je suis hyper content. Concernant l'engouement, je le disais en début de vidéo, merci. 50K, ça fait super plaisir, surtout que depuis le mois de mai, ça fait quoi? On a fait ça en même pas 7 mois, donc c'est hyper intéressant. Avec en plus une fin d'année où l'UFC nous a lâchement abandonnés, il ne se passe rien pendant 6 semaines, ça aurait pu être très calme, mais moi franchement, en voyant l'UFC qui s'arrêtait le 13 et je crois qu'on était aux alentours des 40 000, j'avais fait mon deuil au départ. Je dis, bon, y arriver en janvier, c'est pas grave. Et je suis super content que ça se finisse là et qu'on finisse cette année comme ça. Après, vraiment, l'objet 50K, je l'avais déjà fait sur la chaîne où je travaillais précédemment et je vais le dire le nom, il n'y a rien à cacher, c'était Fight Mind. Là, le but, c'est pas ça. C'est si je fais quelque chose et que je m'investis dans quelque chose, c'est pour vraiment faire quelque chose d'important. Et c'est pas du tout les objectifs qu'on a. On veut vraiment aller beaucoup plus loin que ça. Donc ça répond un petit peu à ta question concernant la trajectoire. Même si, je vous donne quand même un indice. Moi, j'aime bien parler comme ça et faire du podcast pur. Mais ma vision, pour ceux qui regardent un petit peu le basket, c'est NBA Extra. Voilà. Ce que j'aimerais... Alors, je sais bien que ce ne sera pas l'année prochaine, même si je pense qu'il y aura de la vidéo et de l'interaction assez rapidement sur Jab Life. Mais voilà, si je devais comparer à 3-4 ans ce que j'aimerais que Jab Life devienne, ce serait un petit peu NBA Extra sur Bein, avec peut-être 1 ou 2 journalistes de plus, avec des extraits vidéo et avec toujours de l'analyse, mais corroboré à de l'image. Sur quel aspect progresses-tu le plus en étant consultant sur l'émission? Alors cette question, elle me plaît beaucoup parce que c'est la question en fait que je me suis posée quand j'ai démarré les podcasts. Je me suis dit, ok, mais je travaille déjà beaucoup. En gros, pour vous faire un check-up rapide, je passe entre 4 et 6 heures par jour sur le tatami, sur le tapis d'entraînement. Donc j'y passe beaucoup de temps. Je visualisais déjà pas mal d'événements parce que, en fait, pour comprendre où tu dois placer tes gars, il faut regarder tout ce qui se fait sur la scène internationale. C'est-à-dire que tes gars, ils ont le niveau amateur. Il faut regarder les championnats de France, il faut regarder les championnats d'Europe, il faut regarder les championnats du monde amateur. Tes gars passent en pro dans des organes nationaux, internationaux et l'UFC. Donc, il faut regarder à peu près tout, en fait, pour comprendre où tu mets les pieds et les step-up de chaque athlète. Donc, je regarde déjà une vingtaine d'heures de MMA par semaine, plus la partie technique pour progresser en tant qu'entraîneur sur le tapis. Donc en fait, au final, ça me fait progresser parce que je fais juste des visualisations en plus pour prendre des notes. Mais au final, les events, je les regarde déjà. Ce métier, je l'exerce tous les jours, donc c'est un métier que je connais. Donc en fait, la plus-value de Jab Life, elle n'est pas énorme pour moi. C'est-à-dire que mon regard d'entraîneur suffit et derrière, des fois, je regarde 1 fois ou 2 le combat avec de la prise de notes pour pouvoir en parler et échanger avec Herbie. Mais au final, j'ai pas une très grosse charge de travail en plus par rapport à ce que je faisais déjà, en fait. Donc là où ça me fait progresser, c'est que plus tu visualises, plus tu comprends, et plus tu comprends, plus tu interprètes derrière. Donc je pense que le fait d'être analyste et consultant, ça fait de moi encore un meilleur entraîneur parce que ça m'oblige à pas baisser la garde et à regarder à peu près tout ce qui se fait parce qu'il faut en parler sur le
sur le podcast derrière. Donc, je pense qu'il n'y a que des aspects positifs et ça fait de moi un meilleur entraîneur. À quand peut-être des vidéos avec des séquences pratiques ou des explications? Alors là, encore un tout petit peu de patience, les gars. Je vous promets, je te balade pas. Je pense que début janvier, on va parler un petit peu des nouveaux projets, de l'orientation de la chaîne et de ses liens avec le Boxing Squad, même si ça change pas. Le Jab Live, c'est pas le média du Boxing Squad. C'est un média qui parle de tous les Français. Et de toute façon, j'ai pas besoin de me justifier. Vous l'avez vu cette année. Je pense que si on quantifie dans nos vidéos de qui on a parlé, je pense que les athlètes du Boxing Squad sont là, bien sûr, parce qu'ils ont fait parler d'eux, mais on a fait une analyse géographique totale de toutes les performances des Français. Néanmoins, on est en train de finir 2-3 annonces et on vous en parlera en début d'année. Il y aura de la rubrique technique. Je ne sais pas encore comment. Est-ce que je le ferai pour parler d'une soumission qui a eu lieu, par exemple, à l'UFC ou d'un takedown? Est-ce qu'on fera un rendez-vous hebdomadaire ou mensuel là-dessus? Ça, je ne peux pas encore vous le dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des explications techniques. Je ne sais pas si vous verrez Herbie sur un tatami ou dans une cage, mais moi, en tout cas, vous me verrez. Et on essaiera d'expliquer un petit peu des techniques qui sont passées le week-end d'avant ou le samedi d'avant à l'UFC, ou de mettre en avant tel ou tel événement qui a eu lieu récemment. Comment s'est passée la connexion avec Herbie? Eh ben, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour le Herbie. Vous vous rappelez qu'il animait une émission qui s'appelle RMC Fighter Club, qu'il a d'ailleurs fondé. C'est lui le créateur de l'émission. Voilà, tout simplement. Il m'avait invité à l'émission. Je ne sais plus en quelle année c'était, mais je pense quelque chose comme 2021 ou 2022. Et en fait, la connexion, elle s'est passée très rapidement. L'émission s'est super bien passée, on a bien kiffé. Et on est resté en contact. Et en fait, au départ, c'était quelques messages. Et c'est devenu après des appels téléphoniques, des échanges. Et à chaque fois que je montais sur Paris, je passais le voir. Et voilà, j'ai senti. Et en plus, c'est un truc... je ne vais pas dire que le MMA, c'est sectaire, mais il m'a encore plus conquis parce que ce n'est pas un pratiquant, justement. Et pas que je regarde ça de travers ou quoi, mais parler d'un sport que tu n'as pas pratiqué, c'est hyper compliqué. Moi, on m'a proposé 2-3 podcasts sur le basket et je réfléchis. Alors, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est une passion, mais ce n'est pas un sport que j'ai pratiqué à haut niveau, en tout cas. Et donc, je trouve qu'Herbie, il est vraiment très fort parce que performer comme ça. Après, on en fera une avec lui. Vous pourrez lui parler de son passé. C'est un mec qui a couvert le Tour de France. C'est un journaliste hyper complet, Alexandre Herbinet. Hein. Mais je trouve que sa compétence sur la boxe et sur le MMA, elle est étonnante. Et en plus, pour un mec qui a jamais pratiqué ou très peu, parce qu'il s'est mis au jiu-jitsu avant de partir de Paris avec Julien Casier, que je salue au passage, eh ben, je trouve qu'il a une analyse hyper pertinente, une très bonne lecture du sport. Et d'ailleurs, il m'aura beaucoup fait réfléchir là-dessus. Parce que je ne pensais pas ça possible, en fait. Sans comprendre, sans pratiquer régulièrement, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir ce degré de compréhension de ce sport. Donc, Alexandre Herbinet, très, très compétent. Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu as le seum quand tu mets ta perruque pour juger? Mais 10, parce qu'en plus, je ressemble à un surfeur californien et pas à un juge. Herbinet ressemble au mec des visiteurs. Et moi, je ne sais pas, j'ai une mèche de travers. Non, c'est absolument horrible, mais je suppose, je ne sais pas si c'est Max qui nous les a offerts. En tout cas, merci à lui, parce qu'il y a le petit marteau et tout derrière, donc je me plie au jeu avec grand plaisir, même si effectivement, quand je vois ma tête sur la miniature, je ne suis pas super fan en fait. Le crime du crime me pose la question suivante. À quel point il y a du dopage en MMA et est-ce que l'UFC est épargné par l'USADA? Alors, tu es un peu en retard. La crème de la crème, tu es un peu en retard parce qu'en fait, l'UFC ne travaille plus avec l'USADA depuis un peu plus d'1 an et demi, presque 2 ans. Aujourd'hui, il n'y a que le PFL qui travaille avec l'USADA et l'UFC a choisi sa propre organisation de lutte dopage qui s'appelle DASH. Mais je pense que globalement, le travail est bien fait. Que ce soit ce USADA ou DASH aujourd'hui. Pourquoi en fait? Parce qu'ils ne sont pas seuls. À part les athlètes qui sont à Dubaï, à Abu Dhabi ou en Russie en général, qui sont des pays qui sont difficilement, ou en Chine d'ailleurs, qui sont des pays qui sont difficilement accessibles par les organismes de lutte antidopage et qui n'ont pas de commission locale. Si aujourd'hui tu fais face à un athlète qui vit en France,
à Las Vegas, dans le Nevada, en Angleterre, il y a et le côté lutte contre le dopage de l'UFC comme Dash ou comme l'USADA pour le PFL, et les commissions athlétiques comme nous en France avec la FLD. C'est-à-dire que les athlètes, ils sont doublement contrôlés. Donc je pense que l'UFC aujourd'hui, c'est une très, très grosse organisation, mais où il n'y a pas l'argent qu'il y aurait au football américain et au cyclisme. Donc je suis persuadé que c'est un sport, comme il y a peu encore d'argent par rapport aux très très grosses machines mondiales, qui reste épargné quand même par le dopage. Et tant mieux, parce que c'est pas une perf à vélo qu'on fait, c'est mettre en danger l'intégrité physique de quelqu'un. Donc même s'il y a eu un cas là dernièrement au PFL d'un athlète qui vient de se faire avoir, ça reste quand même des événements assez sporadiques. Et voilà, après, peut-être que dans 10 ans, on aura une autre lecture parce qu'il y aura plus d'argent encore dans ce sport. Mais au moment où on se parle, oui, je pense que l'UFC est relativement épargné. Et je pense qu'ils font du très bon travail, qu'il y a des contrôles entre 10 et 20 contrôles par an à domicile pendant les compétitions. Voilà, globalement, le travail est bien fait. Je pense que l'UFC est épargné par le dopage en partie, ouais. Alors, salut Aldric, je te suis depuis Fight Mind, donc ouais, ça fait un petit moment. Et je me demandais, comme beaucoup, pourquoi avoir quitté la chaîne pour Jab Life. Ah, ok. Donc, le fait de parler de Fight Mind, je vais parler de deux choses. Un, pourquoi j'ai quitté la chaîne et je vais être totalement objectif. Et deux, parce qu'on m'a envoyé pas mal de messages. Ouais, mais Aldric, pourquoi tu leur as envoyé un scud au dernier Aldric NRB? Donc, je vais répondre sur cette question, à ces deux questions qui m'ont été posées. La première, je vais parler du plus récent, du soi-disant scud que j'ai envoyé. Chris Guénache et Brian, on se connaît beaucoup moins avec Brian, mais avec Chris, qui est le fondateur de la chaîne, on se connaît bien. J'ai beaucoup échangé avec lui et on a passé beaucoup de temps au téléphone et en visio ensemble à parler de MMA. Donc, il me connaît très bien. Il sait le temps que je passe à étudier ce sport. Il sait le temps que je passe à travailler sur le game plan de mes athlètes. Et il me connaît très, très bien puisque toi, tu le sais, Artus, qui envoie cette question, j'ai bossé pas mal de temps sur cette chaîne. Et donc, ce petit tacle, en fait, qu'ils ont pris, et encore une fois, j'enlève Brian de là parce que avec Brian, j'ai pas la même affinité et on se connaît beaucoup moins. Mais Chris, oui. Et je pense qu'il est responsable de ça. Que ce soit son compte-rendu du combat de Manon, où elle a gagné par KO en 1 minute, elle a été plébiscitée partout sur les podcasts américains et portugais, en tout cas ceux que j'écoute. Et c'est vrai que je n'avais pas beaucoup apprécié leur débrief en disant qu'elle avait été hésitante, ceci, cela. Je ne vois pas en fait comment on peut hésiter quand on met un KO en 1 minute. Donc j'avoue que cette chose-là, et on y reviendra sur les critiques, parce qu'en fait, ce n'est pas les critiques de ma personne ou de ma façon de coacher. J'ai jamais dit que j'étais le meilleur entraîneur au monde et tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, tu as le droit de critiquer ce que je fais et là-dessus, je ne reviendrai jamais là-dessus. Par contre, sur mes athlètes, des fois, je suis un petit peu moins tolérant, surtout quand je vois le degré d'investissement qui sont le leur. Donc, pareil pour Kevin, dire que Kevin était arrivé sans game plan, en sachant très bien que c'est moi qui l'ai fait. Voilà, je trouve qu'ils ont été peut-être plus subtils que moi, mais sauf que moi, je ne sais pas tricher, en fait. Moi, quand on a travaillé sur le projet Jab Life avec Alex, j'ai dit, moi, écoute, j'ai pas envie de de faire la langue de bois, j'ai pas envie de mettre un mouchoir dans ma poche. Si j'ai envie de dire un truc, je le dis, et il m'a donné carte blanche. Donc, j'ai peut-être été moins subtil qu'eux, mais oui, je sais pas, peut-être que c'est le fait que j'ai quitté la chaîne. En tout cas, je sais que Chris a commencé à initier ce petit tacle, donc j'ai répondu bien volontiers, parce que non, Manon n'a pas été hésitante, et oui, Kevin avait un game plan. Donc voilà, effectivement, j'ai pas très bien pris cette petite réflexion, et j'en ai fait une de mon côté. Maintenant, concernant le départ de Fight Mind, j'ai un peu répondu partiellement. Le projet de bosser avec Alex et d'avoir des studios à Nice, à 10 minutes de ma salle, et avec une équipe de gens... L'expérience que j'ai acquise ces dernières années, puisque le MMA, maintenant, ça fait 25 ans que j'y suis, c'est qu'en fait, je ne sais pas tout faire. Et c'est pas grave, je vais essayer déjà de ce que je fais, de le faire bien et de progresser. Donc, toute la partie médias, sponsors, images, montage, c'est pas mon métier tout ça, et je sais pas le faire. Donc, bosser avec Herbie et avoir un groupe reconnu, j'allais dire mondialement, mais oui, je peux le dire mondialement, qui est reconnu là-dedans, travailler dans des studios, et là, Alex n'est pas là, mais je vais reprendre ces termes, à qualité identique de RMC, du groupe Altis, voilà, c'était
c'était pour moi évident qu'il fallait faire ça. Donc voilà, c'était en résumé, bénéficier de vrais studios, d'avoir une technologie digne d'une chaîne de télé et bosser avec Alex que j'aime beaucoup. Ce sont ces raisons qui m'ont fait quitter la chaîne de Fight Mind. Hello, peux-tu à froid donner ton ressenti sur les critiques? Ah bah tiens, cette question se prête tout à fait à ce que je viens de dire précédemment, te catégorisant comme n'acceptant pas les critiques et de mauvaise foi. Mais en fait, vraiment, je pense, les critiques pour moi, elles sont importantes parce qu'elles m'aident à devenir meilleur, que ce soit dans mon travail d'analyste ou dans mon travail d'entraîneur ou même d'être humain au quotidien. Après, mauvaise foi, non, jamais. Vraiment, je le dis sincèrement, je vous ai toujours dit ce que je pensais et mais vraiment, je prends pas de pincettes pour dire ce que je pense. Par contre, ouais, quand c'est des critiques qui viennent percuter mes athlètes de plein fouet ou que c'est de la moquerie, ouais, je le prends pas très bien. Mais je suis comme ça, je suis entier. Je pense chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Un tel est fort, un tel est pas fort, un tel est... Mais en fait, quand ça commence à porter sur les performances, sur les insultes, quand ça commence à dire oui, mais moi je regarde pas parce que lui il est nul, ou moi je regarde pas parce que c'est une fille, je vais manger. Ouais, c'est des choses qui me... alors, peut-être que je suis un peu vieux jeu, mais c'est des trucs qui me touchent. Quand je vois l'investissement, par exemple, de Manon au quotidien, et pas que de Manon, hein, des femmes athlètes en général, et que je lis sur certains trucs, moi je vais la place c'est à la cuisine, je zappe ce combat où je dors, ouais, ça peut me gêner, même si je suis le premier à dire que le MMA féminin est en retard d'une dizaine d'années sur le MMA masculin et qui a des mauvais combats. Je ne suis pas en train de dire le contraire, mais en fait, c'est pas les critiques, c'est la façon dont c'est exposé qui peut me gêner. Donc voilà, je sais pas faire semblant. Quand il y a un truc qui me plaît pas, je le dis. Quand une atmosphère ne me plaît pas parce que, comme je parle de Twitter, je trouve que des fois c'est insultant. Là, ce que je lis vis-à-vis des athlètes, je le dis. Et c'est comme ça, mais très, très, vraiment, très honnêtement, très franchement, c'est pas tellement les critiques, parce que, voilà, quand vous m'avez entendu dire que j'étais le meilleur en ci ou en ça, je suis un garçon passionné par ce qu'il fait, qui s'entraîne au quotidien pour devenir meilleur, tant sur le point de vue technique que tactique. Est-ce que je fais encore des erreurs? Très certainement. Comme je le dis souvent, tant qu'il y a encore des gens qui combattent au même âge que toi, c'est que tu es un jeune entraîneur. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens à mon âge qui combattent à l'UFC. Donc je suis un jeune entraîneur et je pense que je fais pas tout parfaitement, loin de là. Mais en tout cas, je le fais avec passion et j'y consacre ma vie. Je fais ça tous les jours, j'ai pas de travail à côté. Donc non, je pense pas vraiment prendre mal les critiques. Par contre, effectivement, et là, je plaide coupable, dès qu'il y a un manque de respect, que je perçois en tout cas moi un manque de respect, ouais, je réponds et parfois de façon véhémente, mais bon, on n'est pas parfait les gars. Hein. J'essaye j'essaye de prendre de la hauteur sur pas mal de choses, mais on n'y arrive pas toujours. Hein. Je suis pas le Dalai Lama pour le moment. Je fais un travail sur moi-même, mais qui est pas facile. Comment les combattants font-ils la différence entre confiance et arrogance? Mais en fait, il faut pas qu'ils la fassent. Moi, je pense que souvent, on confond confiance et arrogance. Le combattant, il doit, et c'est un aspect mental hyper important, et vous le verrez quand on développera un petit peu la prépa mentale sur la chaîne, il faut vraiment que le combattant soit confiant sur le fait qu'il va gagner, qu'il le visualise. Et ça peut être interprété avec de l'arrogance, mais c'est pas vrai. Un mec qui fait ça tous les jours et qui s'entraîne 2 fois par jour, il sait très bien qu'il peut se faire éteindre, il sait très bien qu'il peut être finalisé. Donc ils savent très bien que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et je pense vraiment que c'est jamais de l'arrogance. Pas avec des gens qui font ça 2 fois par jour et dont c'est le métier. Ils sont confiants et surtout, ça, il faut le garder parce que le capital mental, c'est hyper important. C'est ça qui va te faire le bon coup au bon moment. Et si tu commences à dire, ouais, mais si je rate, il va me faire ça, elle est terminée ta carrière et malheureusement, tu feras que des combats moyens parce que tu n'auras pas été suffisamment en confiance pour faire ce geste et réaliser pleinement cette performance au bon moment. Après, pour pas tomber dans l'arrogance, je pense que c'est juste l'entourage, la famille, les entraîneurs, le coin.
Mais aujourd'hui, on est dans une période qui est assez compliquée, en fait, parce que l'UFC te demande, là, pour ceux qui ont vu dernièrement, on a vu des athlètes invaincus à l'UFC quitter l'organisation parce qu'en fait, il manquait des choses. Je pense qu'ils quittent, je pense pas qu'ils sont à virer, je pense qu'ils ont demandé plus d'argent et que compte tenu du fait qu'ils ne sont pas assez vendeurs, je parle par exemple de Rinat Fakhretdinov, comme il n'est pas assez vendeur, il ne fait pas d'interview et justement, il n'y a pas cette vente de ces combats, bah, l'UFC n'a pas voulu s'aligner sur certains tarifs et il quitte l'organisation. Donc en fait, on est dans une période qui est assez compliquée pour les combattants parce que avant d'arriver à ton deuxième contrat UFC, tu manges pas. Quand je dis manger, je parle de gagner sa vie suffisamment. Donc il faut développer les réseaux sociaux qui te permettent d'avoir des sponsors. Mais pour développer les réseaux, ben, il faut un peu cette confiance qui frise un petit peu avec de l'arrogance parce qu'il faut créer du contenu et c'est pas facile. Donc voilà, c'est la période qui est compliquée en fait. Définitivement, si dans 10 ans, on est plus sur un format NBA ou NFL et que c'est des clubs avec des salaires, je pense que, regarde, on les voit très peu, hein, les mecs du basket ou les mecs du football américain ou même du baseball sur les réseaux. Mais pour le moment, en fait, le combattant, il est son propre employeur. Et c'est ça qui est compliqué. Ils doivent développer les réseaux, ils doivent faire plaisir à l'organisation, ils doivent vendre le combat. Et tout ça est très compliqué. En fait, quand ça se passe bien, ben, tu es un prince, tu es vénéré par ta cour sur les réseaux sociaux, sur le public en général. Et quand ça se passe mal, ben, ils se rappellent de ce que tu as dit, que tu allais l'éteindre, et que tu allais faire ci, que tu allais faire ça, alors que toi, tu l'as dit pour vendre le combat. Et ça te revient dans la tête comme un boomerang. Donc tout ça est très compliqué en ce moment. Et je pense que ce qui peut régler le problème dans quelques années, c'est effectivement ce format club où il y aura des salaires directement. Et je pense que ça arrivera, hein, mais qu'il faudra peut-être attendre 10, peut-être 15 ans. Mais pour le moment, c'est comme ça. Le combattant, il est son propre chef d'entreprise et il doit tout faire. Il doit vendre son image, il doit vendre son combat. Et effectivement, quand ça se passe mal, bah, ça se passe très mal. Est-ce que le cutting a des conséquences à long terme sur le cerveau ? Alors, ce n'est pas le cutting en lui-même, c'est ce qui peut se passer. Je vous renvoie vers l'épisode Jab Culture avec Vincent Dutily qui en traite un petit peu de ça, de la déshydratation et surtout de la réhydratation. Et le seul message, bon, on a fait un podcast d'1h40 ou presque 2 heures avec Vincent là-dessus. Regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Mais pour avoir une réponse un peu directe et concise, il faut faire ça de façon encadrée. Il faut se déshydrater et se réhydrater avec des professionnels qui vont mesurer l'impact que ça a sur ta santé. Parce qu'effectivement, les coups qu'on peut recevoir, notamment à la tête derrière, si le cerveau n'est pas bien réhydraté, ça peut avoir de très graves conséquences, hématomes, voire plus. Donc, c'est vraiment pas un jeu. Et en fait, la phrase que j'ai envie de dire pour terminer cette question, c'est on joue pas au MMA. Ça reste, même si aujourd'hui on essaye d'en faire vraiment un sport à très haut niveau, le plus encadré possible, prépa physique, prépa mentale et tout ce qui va avec, équipe, kiné, chiro et tout, bah, ça reste deux personnes, hommes ou femmes, qui se tapent dessus. Et le but du jeu, c'est d'éteindre l'autre. Donc, oui, il peut y avoir des conséquences sur le cerveau. Alors, si en plus, tu n'es pas bien réhydraté, ça peut être dramatique. Donc, voilà, on ne joue pas, on s'encadre. On s'encadre d'une bonne équipe au départ, parce que le MMA, ça ne paye pas au début. Donc, vu que tu n'as pas d'argent pour prendre des gens autour de toi, bah, c'est l'équipe qui doit te les fournir. Donc, on s'entoure d'une équipe compétente. Et après, derrière, bah, si tu veux construire ta propre équipe autour de toi, il faut générer des revenus suffisants pour pouvoir rémunérer les gens qui vont graviter autour de toi. Alors, le combattant et la combattante espoir pour 2026. Là, c'est une question hyper vague et je ne sais pas ce que tu voulais dire, Geoffrey, si c'est amateur, pro aguerri. Donc, c'était une question assez compliquée. J'ai essayé de prendre des débuts pro parce que je trouvais ça intéressant de mettre en avant des gens qui démarrent sur le circuit professionnel. Donc, on va commencer par les filles, parce que honneur aux dames. La combattante professionnelle que j'avais envie de mettre en avant, en plus, je sais qu'elle va combattre début janvier, c'est Océane Sanson, qui est championne du monde amateur, qui va faire son deuxième combat pro là, début janvier, qui est bien sûr à 1-0 en carrière. Premier combat gagné par KO en moins d'1 minute, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, j'avais envie de mettre Océane
combattante espoir pour cette année 2026. Et le combattant, c'est Salvo Giudice, qui est à 2-0 et qui va recombattre, je pense, sur le premier trimestre 2026 aussi. Voilà, c'est des combattants qui démarrent en pro et qui ont déjà des records intéressants. Je pense qu'il va falloir avoir un œil sur eux pour cette année 2026. Salut Aldric, je me demandais quelles nouveautés techniques étaient apparues cette année en MMA selon toi. C'est une question qui est hyper intéressante et je pense que globalement, cette année, dans la continuité des 2-3 dernières années, c'est le scramble. Et en fait, quand je dis scramble, c'est la capacité à se remettre debout. C'est-à-dire que pendant des années, on a été verrouillé sur la lutte, le cage control et le sol. Et, et le travail, une fois que tu étais tombé, c'était du travail de sol. Donc, tu devais être capable de renverser ou de finaliser ton partenaire. Sinon, tu perdais ton round ou sinon, ton intégrité physique, par les coups qui pouvaient être envoyés par celui qui est au-dessus, elle était menacée. Aujourd'hui, alors ça existe depuis plus que cette année, les scrambles, mais on est en train quand même de comprendre beaucoup de choses et surtout de codifier ce scramble par vraiment un travail. Par exemple, le jiu-jitsu, il est en train de se dissocier. Sur le grappling, ça travaille beaucoup l'octopus ou le gambit-roll. Et ça, c'est pas pour refaire du jiu-jitsu derrière. En général, c'est pour se remettre debout. Donc, je pense que voilà, cette discipline à part entière qui est le fait de se remettre debout, alors c'est pas au détriment du sol, c'est un sol différent sur lequel il y a du coup beaucoup plus de possibilités. C'est-à-dire que maintenant, si tu fais tomber quelqu'un, tu sais pas sur le démarrage de sa technique s'il veut te renverser, te finaliser ou se remettre debout. Et ça donne encore plus d'intérêt au sport. Alors ça demande plus de travail pour les entraîneurs parce que du coup la palette technique, elle est encore plus importante. Avant, tu pouvais te dire, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai ma ceinture noire de jiu-jitsu, je l'ai eu en 2013. Voilà, c'est bon, en sol, je suis calé, je peux faire tranquille, j'ai pas besoin de me remettre à niveau. Alors, non seulement il faut se remettre à niveau parce que des techniques au sol, il en sort pas tous les mois, mais de façon continue. Je peux parler de Saddle, de Camille Bazami et de beaucoup de choses qui se bossent en ce moment. Mais en plus, il y a cette façon maintenant de travailler vraiment de façon codifiée. C'est plus instinctif se remettre debout, c'est codifié. Et c'est ça qui fait la beauté du sport. Donc, ouais, je pense que globalement, on ne va pas parler de technique au sol, on va vraiment parler de scramble. Et je pense qu'il se codifie, qu'il devient discipline à part entière. Et que c'est encore mieux pour le sport parce que ça augmente encore le rythme des combats. Alors, si tu pouvais ajouter et supprimer une règle dans un combat de MMA, laquelle et pourquoi en fait, la direction que prend le sport, elle m'intéresse. J'ai pas besoin, franchement, j'ai ni besoin d'en rajouter, ni besoin d'en enlever. Je m'explique un petit peu. Comme vous savez, pour ceux qui écoutent le podcast, moi, ce qui me gêne, c'est le fait d'accrocher la cage et de ne pas avoir de points en moins ou de frapper dans les parties ou les doigts dans les yeux qui peuvent avoir. Je vous renvoie vers des combats qui ont eu lieu cette année. Drew Dober, par exemple, contre Kyle Prepolek ou Cyril avec Tom, des combats. Soit ça a faussé le résultat, soit on est resté sur notre faim. Et voilà, je pense que cette direction-là de mettre un point en moins et comme ça a été le cas en France, et je félicite Lionel Brézéfin de rajouter des 10-10 de façon plus fréquente, la direction que prend le sport, si les juges restent compétents, ou plutôt deviennent, parce que là on voit encore trop de dingueries au niveau des juges arbitres, la direction me plaît bien en fait comme ça. Et je pense que j'ai pas envie pourtant j'adore Georges Saint-Pierre, vous le savez, mais avoir un combat qui ferait 15 minutes non-stop ou 100 rounds, je pense que c'est pas bien. Changer des règles, par exemple mettre les penalty kicks comme au Japon ou les stomp kicks, le fait de pouvoir frapper un adversaire au sol à coups de pied, je pense que c'est pas bon non plus. J'aime bien moi le sport me plaît comme ça et l'orientation qu'il est en train de prendre de façon à éviter que les combattants soient lésés par des décisions à la fin du temps réglementaire. Je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps à la formation des juges, mais que le sport en tout cas prend la bonne direction. Mon inspiration au quotidien en tant que coach et humain. Le côté humain, je vais être un peu, pas triste, mais avare en parole. En fait,
le fait de m'instruire au quotidien et d'aider les gens qui sont proches de moi, voilà, ça va se limiter à ça en fait. Si à la fin de la journée, je peux avoir aidé une personne, que ce soit un de mes athlètes ou une personne en dehors, eh ben, c'est une bonne journée. Et voilà, et prendre soin de sa famille. Le côté humain et mon inspiration au quotidien, il va se limiter à ça, et même si c'est déjà beaucoup, et j'arrive même pas à le faire tous les jours. Et en tant que coach, eh ben, étrangement, c'est pas tellement des coachs de MMA, euh, parce que c'est un sport qui est encore jeune. Mais si tu me parles d'inspiration au niveau des coachs, il y en aurait vraiment beaucoup au niveau des coachs de football et des coachs de basket d'ailleurs aussi NBA. Mais je vais être concis. Giroud, mais en numéro un sans aucune autre alternative. Giroud, parce que je trouve que le travail qu'il a fait, et il y a un reportage en ce moment je crois qu'il est sur Prime, qui parle de lui, c'est absolument exceptionnel. Ce mec est un modèle, tant en investissement qu'en humain. Il a pris des gens chez lui qu'il a quasiment adoptés. Je parle de Eric Cantona, par exemple, qu'il a élevé avec sa propre famille. Vraiment, ouais, si je devais me limiter à une seule personne, ce serait Giroud, parce que le travail qu'il a fait pour un mec qui était pas pratiquant, quand je parle pratiquant, tout le monde joue au foot, mais en tout cas pas à haut niveau, et la réalisation qu'il a fait en tant qu'entraîneur et même manager de cette équipe d'Auxerre, je pense que c'est vraiment un modèle. Après, on peut parler d'Arsène Wenger et de pas mal de coachs de NBA, de football américain que je suis, mais voilà, en tant qu'humain, j'ai même pas envie de mettre d'autres noms à côté. Je parle de Giroud et ça se limite à ça. Et voilà, c'est une inspiration, très clairement. Quel est mon plus grand souvenir de MMA vécu en live sur place? Pareil, je réfléchis même pas 10 secondes. La Noche UFC où Manon était backup. Parce que ce show vidéo qu'ils ont fait à la Sphère, donc à Vegas, plus les combats. Alors, je rappelle que la Sphère, donc c'est cette grosse boule qui voit à Vegas, où en fait, qui est un cinéma en fait avec des écrans embarqués, où il n'y a normalement que des concerts, et où je crois que pour développer le film qui mettait en avant le Mexique, je crois que le budget c'était le même que pour faire un film au cinéma. Donc c'était complètement fou. Et ouais, je pense que de très loin, la Noche UFC à la Sphère, donc je crois que c'était en 2024 où Manon était backup. 2024? Ouais, c'est ça, je crois. Était mon plus grand souvenir de MMA en live, mais sans aucune comparaison possible. Peux-tu expliquer comment un combattant détermine la KT de poids idéal pour lui? Alors, Johan, c'est une question qui est pas très compliquée, mais il faut mettre plusieurs indicateurs bout à bout. Déjà, il faut que le combattant ne triche pas. C'est-à-dire que, en fait, ta KT de poids idéale, il faut regarder le poids que tu fais au quotidien si tu manges bien, si tu dors bien et si tu t'entraînes bien. C'est-à-dire qu'il faut un combattant qui ne triche pas, qui s'entraîne vraiment bien 2 fois par jour, qui mange des produits sains sans se priver. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait des repas sains mais complets et qui dorme bien et qui s'hydrate bien. Une fois que tu as cet effort qui est fait sur l'espace d'un mois ou deux, tu as un poids de base. Et ce poids, par exemple, je te donne un exemple. Si ce poids, c'est 80 kg, tu sais que la première catégorie qui tombe en dessous, c'est 77. Ben non, ce ne sera pas 77, sa catégorie de poids idéale. Ce sera 70. Parce que derrière ce poids, c'est le poids qui fait sans effort. Il faut perdre un petit peu de poids pour arriver proche des 70 kg et après très légèrement déshydraté. Pareil, cette question, je la renvoie un petit peu au podcast qu'on a fait avec Vincent Dutili, où on traite de ça. Si la déshydratation, elle est légère, je ne dis pas qu'elle est acceptable, mais en tout cas, elle est dans les us et coutumes de ce sport, et pas que de ce sport, de la boxe, de la lutte, et de pas mal de sports de contact. Donc voilà, il faut partir d'un poids naturel que tu fais de façon saine et reposée, et après le dégrader légèrement pour pouvoir arriver à une catégorie de poids proche de celui-ci. Donc c'est ça qui est compliqué. Et, des fois, il faut se remettre en question. Il faut se dire peut-être que je perds trop, peut-être que je dois prendre un petit peu de masse musculaire pour monter dans celle d'au-dessus. Après, des fois, le poids, il est pris naturellement par les athlètes en vieillissant et en prenant de la masse musculaire. Mais c'est pas facile. Mais voilà, il y a un poids de départ qu'il faut prendre en considération. Et derrière ça, il faut, avec une équipe de professionnels aguerris, arriver au poids du combat avec une petite diète et une petite déshydratation. Ah, tu quittes Jab Life
car c'est la parole en jeu. Donc nous sommes, et on mettra un indicateur sur le drama. Avant toute chose, donc on m'a envoyé bien sûr cette vidéo qui a été faite par Pugilat, et je vais être très très honnête, et c'est pas que je refuse le drama, c'est qu'en fait, il n'était pas du tout nommé. Quand on a fait le Aldric Enerby et que j'ai parlé des sites institutionnels français qui m'ont mis des photos de Morgan et de Kevin KO, je parlais des gros, ceux qui sont plus gros que nous et qui sont aujourd'hui leaders du marché, comme RMC, qui est le diffuseur, et comme la Sueur. Je vais les citer directement. Comme ça, c'est fait. Donc, en fait, je ne l'avais absolument pas cité. Et tel un chihuahua aboyeur, il s'est manifesté sur les réseaux. Aldric doit démissionner, Aldric doit percer. Donc j'ai longuement hésité à prendre cette question ou pas. Et puis au final, je vais faire ça dans la bonne humeur. C'est bien beau de demander des choses, monsieur Pugilat, monsieur Ismaël, mais c'est pas en demandant. Il faut un petit peu se mouiller pour avoir des choses. Donc si tu veux que je démissionne de Jab Life, je te propose, mais vraiment dans le côté très sportif, de venir au club. Je vais même voir avec Jab Life si on peut te financer ce déplacement. Et si Jab Life ne peut pas, je vais le faire personnellement. Puis tu vas venir t'entraîner avec moi une petite heure. Et si tu arrives à tirer un petit peu ton épingle du jeu, à gagner 1 ou 2 petits rounds avec moi, je ferai ma démission. On la rédigera ensemble et je quitterai Jab Life. Mais pour ça, faut se donner un peu de mal. Hein. On n'a pas les choses en les criant, en les aboyant sur les réseaux. Cher Ismaël, il faut les mériter. Donc voilà, si tu es capable de venir t'entraîner avec moi et que tu me montres un petit peu de quoi tu es capable, je reconsidérerai cette démission. Très bien. On a juste une dernière personne qui voulait poser des questions, mais qui a posé ses questions en format vidéo. Ok. Du coup, on va te mettre Vas-y. vidéo de l'internet. Ah, c'est Herbie? Aldric, mon ref, bon, je peux malheureusement pas être avec toi pour cette FAQ, puisqu'au moment où tu enregistres, je suis dans l'avion de retour de Bogota jusqu'à Nice en passant par Paris. Mais à quelques heures du départ, j'étais obligé de te laisser quand même quelques questions. Ma première question, je la pose souvent à des combattants, mais je voulais te la poser à toi. Est-ce que tu as déjà dans la tête une date d'arrêt de coach? Est-ce que tu as un moment où tu veux prendre ta retraite? Et si oui, c'est lequel? Ouais, j'ai déjà une date dans la tête. Je me suis donné 10 ans à peu près. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'être un vieux entraîneur avec un sifflet comme je voyais dans certaines universités de lutte avec une panse comme ça et être capable qu'à siffler et à gronder mes gars. J'ai envie de partager ce truc-là tant que je peux faire un peu avec eux. Alors même si là, je mets pas forcément les gants, je m'entraîne plus. En tout cas, je m'entraîne plus avec mes gars quand je supervise le matin, mais je m'entraîne avec eux l'après-midi. C'est moi qui fais les drills. Et en fait, voilà, je pense que les voyages, la pression, le côté, comment dire, usant un petit peu de tout ça, les nuits blanches pour le cut et tous ces trucs-là, je pense qu'au bout d'un moment, ça va m'user et je le ferai plus. Là, je le fais de bon cœur parce que c'est une passion. Et je pense qu'il faut que j'arrête avant que ça devienne une contrainte. Donc, je pense qu'une dizaine d'années, ça c'est sûr. Après, est-ce que je couperai totalement? Je pense pas. Je me dis que l'analyse, le podcast et ce qui va avec, je pense que, en tout cas, j'essaierai d'en faire un métier à part entière de reconversion. Mais en tout cas, le terrain, l'entraînement, passer 6 heures par jour sur le tapis avec mes gars, partir en déplacement avec eux, prendre l'avion 30 fois par année, ouais, je pense une petite dizaine d'années et on va revoir ça de façon importante. La deuxième question, je vais faire dans l'hypothétique. On est dans un monde hypothétique où on te dit tu as le droit de regarder un dernier combat de MMA et plus jamais de ta vie tu pourras regarder de combat de MMA. Ce sport disparaît de ta vie. C'est quoi le dernier combat que tu regardes? C'est quoi le truc qui te ferait kiffer de regarder en dernier si on était dans ce monde hypothétique? Mais il est absolument horrible ton monde hypothétique. Pourquoi on devrait m'interdire un truc? Mais je vais quand même me plier au jeu. Bon, j'aimerais voir un Français faire une ceinture de l'UFC, voilà, en 2026. Et voilà, si je dois arrêter de regarder là-dessus, que ce soit Manon, Nassourdine ou Cyril, voilà, mon dernier combat en 2026, je regarde un Français, j'espère qu'il va la gagner, mais ça, on peut jamais savoir. Mais voilà, une dernière ceinture, même si je pense qu'on va en avoir plus d'un en 2026, voilà, dernière ceinture de l'UFC, puis j'arrête de regarder après.
regarderai que du basket. Hein. Et enfin, dernière question, elle est plus concrète. Les gens qui nous suivent depuis le début, depuis un peu plus de 8 mois maintenant que Jab Life existe, ils savent que y a une sorte de concours tacite qui fait que tu ne mets jamais le même outfit ni les mêmes chaussures quand tu viens faire des émissions avec moi. On est à plus de 70 émissions, je crois, quelque chose comme ça, et tu n'as jamais mis les mêmes fringues ou les mêmes sneakers. Donc la question, elle est concrète. Si tu n'achètes plus, parce que je sais que tu en achètes régulièrement, donc ça renouvelle la collection, mais si aujourd'hui tu arrêtais d'acheter des sneakers ou des outfits, combien il t'en resterait avant de devoir remettre le même? Combien tu as encore de marge de manœuvre pour pouvoir continuer ce concours avec moi dans Jab Life? Et je pensais que c'était notre petit secret, Alex. Maintenant, tu l'as avoué publiquement, notre petit concours. Plus sérieusement, si j'arrête d'en acheter aujourd'hui, je pense que je peux refaire encore 70 émissions comme ça à peu près. Voilà. Ça... Parce qu'après, voilà, je dis pas qu'il faut le faire, mais moi, c'est mon petit... Comme je l'ai dit au cours de toutes ces questions, ma vie aujourd'hui, c'est le MMA à 100%. Et du coup, j'aime bien de temps en temps quand je prends un petit peu sur un déplacement, ramener une paire de sneakers ou faire une petite sortie au outfit. Voilà, c'est mon petit loisir que j'aime bien. Donc ouais, je pense que si je m'arrête maintenant, je peux encore en faire. On peut faire jusqu'à la 140e émission et après, il faudra me sponsoriser. Bon. Des grosses bises mon ref et on se voit lundi prochain pour lancer la saison 2026 de Jab Life et ils le savent, il y aura du lourd. Et puis j'en profite, comme c'est la dernière émission de notre chaîne pour 2025, on fait un gros big up, on lui a déjà fait plein de fois dans l'émission, mais elle le mérite tant à notre Justine nationale, la queen, la reine de Jab Life sans qui rien n'existerait. Elle se démène et elle se coupe en 4 parfois les lundis pour que vous ayez votre émission Aldric et Herbie à 18h ou 18h30 pour sortir les Grand Talk aussi, qui est une émission pas facile à monter. Elle fait un boulot énorme, donc merci Justine pour tout ce que tu fais, et puis on se revoit tous lundi, tous ensemble, tous les trois, et puis avec vous, tous les auditeurs de Jab Life, lundi prochain pour l'année 2026 de Jab Life, et il y a beaucoup de choses qu'on vous garde en secret, qui sont dans la poche, et qu'on va sortir à cette occasion-là. Ciao, salut tout le monde, et on se revoit à Nice. Ciao. Ok, fin des questions. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez envoyé, parce que franchement, il y en avait vraiment un paquet. On a été obligé de sélectionner pour que le format il fasse à peu près 1 heure, mais il y en avait vraiment beaucoup. Et on va le refaire. De toute façon, c'est sûr et certain, on va le refaire. Peut-être même en public, on vous en parlera avec Herbie, avec du public en live pour pouvoir interagir avec nous. Encore une fois, merci pour cette année. Moi, j'ai kiffé de ouf et c'est ma petite escapade en fait de la salle. Ça me fait du bien et surtout les retours que vous faites, le soutien par message, la force que vous donnez, sur le merch aussi. Je ne vous avais pas remercié. Merci beaucoup. Et puis pour le reste, on se voit lundi en live avec j'espère, je ne sais pas si on aura un Alex bronzé et s'il aura augmenté un petit peu son level en espagnol, ça on aura la surprise parce que c'est lui qui nous fait l'intro en espagnol lundi. Mais voilà, passez de bonnes fêtes et à lundi sans faute pour le Aldric and Herbie.